juste pour être sûre que j'oublie rien. Alors, je ne sais pas si dans les personnes présentes aujourd'hui, tout le monde était là lors de notre premier temps de formation. Donc, c'était, si je ne dis pas de bêtises, le 18 mars dernier. Mais je vais quand même du coup rappeler rapidement ce qu'est la quinzaine en 2 secondes. Hein. Je pense que tout le monde le sait, mais voilà, comme ça, je fais la bonne élève. Donc, la quinzaine du commerce équitable, c'est une campagne nationale multi-acteurs. D'ailleurs, c'est la seule campagne nationale multi-acteurs qui est dédiée à la sensibilisation des citoyens, des citoyennes au commerce équitable. Multi-acteurs, dis donc, il ne faut pas sortir. C'est important parce que c'est ce qui fait vraiment l'originalité du mouvement du commerce équitable, c'est de rassembler et de fédérer des acteurs aussi différents que des entreprises, que des associations, des bénévoles, des distributeurs aussi, des collectivités. Et donc, c'est toute cette diversité d'acteurs qui, pendant la quinzaine du commerce équitable, choisit de s'impliquer, d'organiser des actions sur tout le territoire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, à 2 semaines à peu près du lancement de la quinzaine. Voilà, donc l'objectif, hein, évidemment, c'est de se mobiliser, de se rassembler pour du 7 au 22 mai prochain, aller à la rencontre de différents publics, les sensibiliser aux enjeux du commerce équitable et de la consommation responsable. Donc, ça fait 22 ans, c'est la 22e édition, ça fait 22 ans qu'elle existe, cette quinzaine, et on sait qu'elle participe, qu'elle contribue à la notoriété de notre mouvement, du commerce équitable. Et donc, voilà, on est ravis d'avoir des nouveaux acteurs chaque année aussi qui nous rejoignent. Alors, petit programme du jour. Donc, on est ensemble pour ceux qui le peuvent, évidemment, jusqu'à 11h30. Avec un programme assez chargé. On aime bien vous raconter plein de choses. En introduction, je passerai donc très rapidement la parole à Cyril Moulin du label Bioéquitable en France, à qui j'ai demandé d'intervenir pendant une dizaine de minutes pour nous parler un petit peu qu'il puisse nous partager un peu sa lecture de ce qui se passe en ce moment. Lors de la première formation, pour celles et ceux qui étaient là, on a parlé un peu en intro de la guerre en Ukraine, de ce que ça révèle de notre système alimentaire, enfin système agricole dépendant et mondialisé, de ce que ça implique aussi en termes de sécurité alimentaire mondiale. Voilà, et donc là, j'avais à cœur peut-être de laisser la parole à quelqu'un du terrain qui a un regard peut-être un peu différent et qui pourra nous parler aussi de ce qui se passe, pour les producteurs et productrices en France sur le terrain, et notamment au sein du label Bioéquitable en France. Ensuite, on va parler quinzaine, évidemment. On va faire le point sur tous les outils de communication qu'on vous met à disposition et qu'on vous invite à partager, repartager sans modération. On va faire un petit point aussi sur... on va vous laisser la parole aussi si vous avez la moindre question par rapport à ce que vous organisez, ce qui peut vous poser, ce qui peut vous questionner par rapport à la coordination nationale, donc ce qu'on fait nous. Voilà, on s'est dit qu'on se laisserait un petit quart d'heure pour vous écouter aussi et puis répondre à vos questions. Ensuite, on passera aux idées reçues. Alors, ça part d'un document qu'on met à jour un peu chaque année où on se dit, on part des idées reçues qu'il peut y avoir sur le commerce équitable. On a une dizaine de questions et puis on vous donne des arguments pour pouvoir y répondre. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Il n'y a pas une façon de répondre à une idée reçue. En tout cas, nous, on vous partage nos arguments sur une dizaine de questions et puis on regardera un peu plus ce document en détail. Et en dernière partie de cette formation, donc pendant 1 heure, on va avoir Julien, qui est formateur et expert en rhétorique, qui va pouvoir nous donner plein de conseils sur comment on peut réussir à fédérer un public et le motiver à agir. Alors évidemment, en 1 heure, le but, c'est pas on ne deviendra pas tous des experts, mais en tout cas de nous donner des petits conseils, des petits tips, parce que c'est quand même là tout l'enjeu aussi de cette quinzaine qui est une campagne de sensibilisation, c'est d'essayer de réussir à connecter avec son public et à peut-être lui donner envie, l'impulsion d'agir et de rejoindre le mouvement du commerce équitable. Très rapidement, je pense que c'est peut-être plutôt
plutôt clair pour vous, mais je le redis quand même. Donc, la coordination de la quinzaine du commerce équitable, elle est assurée par Commerce Équitable France, dont je fais partie. Donc, Commerce Équitable France, c'est un réseau, c'est le réseau national des acteurs français du commerce équitable. Donc, on vous les montre ici. Et puis, et donc, au pôle communication de Commerce Équitable France, donc il y a Laetitia que vous avez vue juste avant. Il y a Aline aussi qui est quelque part là. Et puis, donc moi-même, Anne Boisse. Et donc, on est la petite équipe de coordination nationale de cette quinzaine. Et donc, ça nous occupe une partie de l'année. Et puis, le reste du temps, on travaille sur plein d'autres projets, mais plutôt beaucoup plus institutionnels que la quinzaine, avec voilà, l'objectif de Commerce Équitable France, c'est de produire de l'expertise, de faire du plaidoyer, d'accompagner le secteur du commerce équitable à travers des formations, à travers des instances d'échange, de débat pour créer une vision aussi commune. Et puis, dernière mission, accompagner les changements culturels nécessaires à la transformation des modes de consommation. Et c'est dans cette quatrième mission que s'inscrit la quinzaine. Voilà pour la petite présentation très rapide, parce que je pense qu'en fait, vous nous connaissez déjà. Et puis, eh bien, on va accueillir Cyril, que j'ai très, très brièvement présenté à l'instant, donc de Bioéquitable en France, qui est président de l'association Bioéquitable en France et qui va pouvoir voilà, nous parler un petit peu de son regard sur ce qui se passe et de la réalité des producteurs sur le terrain. Cyril, je ne sais pas si… Ah bah oui, je te vois, tu es sur le côté. Donc, ça va. Ah, par contre, on ne t'entend pas. Est-ce que c'est que moi? J'ai activé le son. Tu ne m'entends pas là? Alors, on t'entend de très loin. Ah mince. Je vais monter un petit peu le son peut-être. Vous me dites si c'est trop. Tu as de la marge. De la marge. Ok. Ah, c'est mieux. C'est mieux? Bon, je vais essayer de parler un peu plus près. Peut-être que mon ordinateur est un peu… Hop, là c'est bon? Ok. On n'est pas trop mal. Bon, de toute façon, c'est à fond là. Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, je me présente déjà peut-être rapidement pour vous dire un peu d'où je parle. Donc, moi, je suis installé depuis 2004 sur une ferme non familiale dans les Monts du Lyonnais, où j'ai repris une ferme qui produisait essentiellement du fruit rouge en coopérative et en conventionnel. J'ai converti l'ensemble de la ferme à l'agriculture biologique en 2006. Et à ce moment-là, j'ai aussi un petit peu changé mon mode de commercialisation. Donc, j'ai arrêté la coopérative et je me suis orienté en faisant du légume vers des circuits courts de distribution, donc des systèmes de paniers sur Lyon et puis des AMAP également. Et ce qui fait que je me retrouve un peu ici aujourd'hui, engagé dans Bioéquitable en France, c'est qu'à partir de 2011, on a mis en place un partenariat avec Éthicable. Sur les quelques fruits rouges qui me restaient, on a décidé de travailler ensemble avec Éthicable. C'est Christophe qu'on a rencontré déjà à l'époque dans les couloirs de la plateforme du commerce équitable, puisqu'on travaillait sur ce sujet-là, nous, depuis quelques années, avec un groupe de paysans des Monts du Lyonnais en partenariat avec des paysans au Bénin et au Burkina Faso. Donc, c'est ce qui nous a permis de rencontrer Éthicable et de démarrer ce partenariat avec la marque Paysan d'ici, qu'Éthicable a démarré en 2011. Donc, j'ai depuis ces années-là sur ma ferme un peu les deux modes de commercialisation, un mode de commercialisation en circuit court, AMAP et magasin de producteurs aujourd'hui, et puis l'engagement dans des filières de commerce équitable, donc en partenariat avec Éthicable. Et nous, on fabrique dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, donc vous m'excuserez s'il y a un peu de bruit derrière moi, mais on fabrique des coulis, des confitures, des purées de fruits. Donc toujours vendu sous la marque Paysan d'ici en partenariat avec Éthicable. Voilà, donc peut-être pour vous, Anne m'a demandé d'essayer de vous parler un peu du contexte général qu'on connaît aujourd'hui. Je ne peux pas tellement le faire sans retourner juste 2 ans en arrière, même un petit peu avant, on a toujours vécu depuis que moi je suis passé en agriculture biologique, à part peut-être
dans les années 2010 où il y a eu un petit fléchissement de la consommation des produits bio. Sinon, on a plutôt toujours connu une progression un peu dans nos débouchés, dans nos ventes, etc. Et puis, il nous semblait aussi dans l'adhésion un peu de consommateurs de plus en plus nombreux vers la bio. Bon, il y a eu le phénomène Covid un peu avec le confinement, et là, on a tous connu dans les différents circuits de commercialisation vraiment un gros boom, un gros rush avec plein de gens qui sont venus vers nos modes de commercialisation, surtout en circuit court, je dirais. On a essayé de s'organiser un peu pour répondre à ça. Et on se posait d'ores et déjà à ce moment-là la question de savoir quand tout ça va revenir à la normale, qu'est-ce que ça va donner dans la consommation? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'un pourcentage des gens qui, parce que c'était proche de chez eux, parce qu'ils ne pouvaient plus aller en grande surface ou parce qu'ils ne souhaitaient plus y aller, qui s'étaient orientés un peu vers des modes de consommation plus proches de chez eux, quel allait être le pourcentage qui allait rester? Bon, on s'est aperçu qu'en fait, c'était quand même pas énorme. On l'a évalué, nous, à moins de 10%, donc ce qui est déjà bien, mais je veux dire, par rapport à l'évolution qu'on a eue sur ces quelques mois dans nos systèmes de distribution, c'était quand même bon. On aurait pu espérer un peu plus. Le monde d'après sur la consommation n'est pas tout à fait ça, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, ça amplifie aussi un petit peu, je vous dis ça parce que les conséquences de ce qu'on connaît aujourd'hui un peu sur la consommation des produits bio et des produits même alimentaires un peu de façon générale, c'est encore un peu plus étonnant ou surprenant pour nous. On note quand même une baisse de la consommation bio qui est de l'ordre de 4%. Par rapport à un marché alimentaire global où on dit qu'il y a moins 0,3%. Donc, la consommation bio par rapport à la consommation en général baisse plus, quoi. En parallèle de ça, ça ne va pas être quelque chose de très nouveau pour vous, j'imagine, mais on constate des augmentations importantes de nos coûts de production liés à l'énergie, au transport, aux intrants. Pour ce qui nous concerne, nous, ici à Thérétique, où on utilise beaucoup de contenants en verre. Donc, il y a eu, a priori, je ne sais pas exactement le détail de tout ça, mais on nous dit que comme il y a eu énormément d'augmentation du métal, il y a un transfert, en fait, c'est-à-dire que des gens qui utilisaient des petites canettes en métal ou des contenants en métal se sont réorientés vers le verre. Et on a des augmentations, nous, sur des petits pots, on fait des coulis, par exemple, on a des augmentations qui vont de 40 à 50% d'augmentation sur un contenant. Donc, forcément, ça impacte le prix final. Et ça, on ne sait pas nous dire aujourd'hui si ça va se poursuivre ou pas. On imagine bien qu'avec une annonce d'inflation qu'on nous annonce aussi de l'ordre de… Enfin, on ne sait pas, mais moi, j'ai lu des choses comme quoi on nous annonçait pour 2022 4,4% d'inflation. On s'imagine que du coup, ce n'est pas des choses qui vont diminuer. Alors, nous, on a regardé un petit peu ça à Bioéquitable en France, comme on a la chance d'être un réseau qui recouvre un peu l'ensemble des filières agricoles françaises. On s'aperçoit que c'est vraiment l'impact est assez différent selon les filières. C'est-à-dire, par exemple, en céréales, les cours sont élevés en ce moment. Et donc, l'incidence, elle va être qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui entrés en bio pour peut-être des raisons économiques ou autres et qui se posent la question aujourd'hui de l'impact de ces cours élevés en conventionnel. Le différentiel avec le bio a tendance vraiment à s'amenuiser alors que les charges de production restent un petit peu les mêmes. On assiste ou on risque d'assister à des déconversions, ce qui est quand même assez étonnant et assez nouveau. En bovin, malgré des cours élevés, il y a quand même un impact fort de l'alimentation et sur les systèmes qui ne sont peut-être pas forcément tous autonomes, il y a un impact aussi sur ces filières-là. C'est encore plus amplifié dans les volailles, puisqu'il y a assez peu de gens qui sont autonomes en alimentation dans les volailles.
Et puis, ça, il y a aussi, vous en avez sûrement entendu parler, le phénomène de la grippe aviaire qui met vraiment à mal les filières volailles. Nous, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est essentiellement la question des emballages et la question à venir, certainement, des énergies. Ça, aujourd'hui, on le maîtrise. On le maîtrise assez mal, hein, pour tout dire, de savoir qu'est-ce que vont donner dans l'année qui vient les augmentations, par exemple, du gaz. On consomme du gaz pour cuire nos confitures, nos purées, etc. Et on ne maîtrise pas tellement l'évolution de tout ça. Donc, le lien avec le commerce équitable, quand même, il nous semble, nous, que ça reste, et il faut même mettre en avant que c'est une solution d'avenir dans ce contexte. C'est-à-dire que, quand même, on a déjà, on est tous engagés dans le commerce équitable vers une agriculture. Alors, pas tout le monde, hein, tout le commerce équitable n'est pas bio, mais il y a au moins une dimension, on va dire, agroécologique, et donc on va vers quand même des systèmes qui sont plus résilients par rapport à l'évolution de certaines charges, notamment les intrants chimiques qui sont quand même pas mal fabriqués, soit avec de l'énergie qui peuvent venir de Russie ou d'Ukraine. Et donc, on est moins dépendant de tous ces éléments-là. Donc, le système est quand même plus résilient par rapport à ça. On est quand même, nous, à Bioéquitable en France, aussi dans un modèle paysan qui maximise l'autonomie alimentaire des fermes. Donc ça, également, on a une dépendance moindre à des évolutions de prix extérieurs. Il faut aussi dire quand même que dans le bio, notamment sur les céréales, alors c'est pas tout, en ce moment, ce n'est pas un avantage parce que les cours extérieurs, les cours conventionnels sont élevés, mais en produits bio, on est déconnecté des cours mondiaux et du coup de la spéculation. Donc, si demain, il y a des pénuries ici ou là et qu'il y a une grosse spéculation sur les céréales dont les prix se décident dans les bourses de Chicago ou d'ailleurs, les produits bio ne seront pas impactés par cette dimension-là. Il y a aussi quand même, dans le commerce équitable, je vous disais tout à l'heure que nous, on est engagé avec Etikap depuis 2011, donc ça garantit quand même une durée dans les débouchés puisqu'on a des contrats de 3 ans. Et surtout, il y a cette durée, il y a ces contrats, il y a tout ce travail aussi sur les prix minimums, mais on est surtout dans un dialogue permanent entre les différents acteurs du commerce équitable dans les filières, et ça nous permet aussi d'anticiper les choses, de réadapter. Et on espère, nous, avec l'association Bioéquitable en France, et j'imagine que tous les collègues qui travaillent dans le commerce équitable se posent aussi la même question, on espère que les relations de confiance et de partenariat qu'on a mis en place entre les différents acteurs des filières peuvent nous permettre d'anticiper un certain nombre de choses et d'être plus résilients face à ce qui nous attend. On a aussi des réflexions, ça c'est le tout début, mais à Bioéquitable en France, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on va faire de notre fonds de développement. Est-ce qu'on peut aussi l'utiliser un petit peu de façon collective pour avoir un peu de la solidarité et du partenariat entre les différentes filières. Donc ça, c'est des éléments, c'est tous des éléments qui nous permettent, il nous semble en tout cas, de positionner un peu le commerce équitable. Je crois que je suis en train de dépasser mon temps, donc je vais essayer de faire un peu plus vite, pardon Anne, de positionner le commerce équitable en tout cas comme un outil pour dépasser un petit peu ces situations de crise. Et puis, je crois que surtout, là, on a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui sont des militants, on va dire, du commerce équitable, qui travaillent avec aussi des consommateurs. Et la clé, elle est quand même un petit peu là aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille convaincre encore plus que quand on fait un acte d'achat vers un produit équitable, eh ben, on soutient aussi une agriculture locale résiliente. Alors, il va y avoir pendant la quinzaine, de notre côté à Bioéquitable en France, on organise les journées du patrimoine agricole. Il y a Jessica qui est parmi nous, qui est chargée de les animer, de les mettre en place. Donc, ça va être un moment quand même avec des fermes ouvertes où on va accueillir des consommateurs sur nos fermes pour aussi montrer un petit peu ce que c'est, comment juste par un acte d'achat, on peut soutenir l'ensemble des filières agricoles qui en auront certainement beaucoup besoin. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. S'il y a des questions, je suis encore avec vous pendant un petit temps. Je m'excuse d'avance, je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, mais
J'aurais bien aimé pourtant parce que l'intervention finale m'aurait été certainement utile. Merci beaucoup, Cyril. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. On a eu une première remarque de Yannick qui, par rapport au verre, se questionnait sur toute la partie réemploi, consignage des contenants en verre. Alors, ça, c'est un petit peu moi, là, du coup, je vois vraiment la différence entre mes deux circuits de distribution, entre circuits courts et puis, du coup, des circuits un peu plus longs qui nécessiteraient une autre forme d'organisation. On sent bien, hein, moi, je lis des AMAP avec des légumes transformés. La capacité de mes adhérents, enfin, de mes consommateurs à ramener le verre, elle est vraiment très, très importante. Donc ça, on peut s'organiser. C'est-à-dire que moi, chaque fois, c'est moi qui livre. J'y vais avec mon fourgon, je ramène des caisses de bocaux vides. Ça se passe, c'est assez facile à faire. Dans les circuits un peu plus longs, malheureusement, cette habitude-là n'a pas été… Enfin, aujourd'hui, j'allais dire, nous, dans notre système, fabrication ici à Terretic, expédition, on va dire, en semi-gros avec étiquable. On n'a pas d'organisation pour pouvoir récupérer à grande échelle ces bocaux-là. Par contre, ça fonctionne très, très bien à échelle plus courte, si bien qu'on se pose même la question sur Lyon. Là, par exemple, il y a un projet en ce moment de réflexion pour mettre en place des outils collectifs de lavage, notamment des pots, parce que pour pouvoir les réutiliser, il faut avoir certains outils pour les laver. Si on conditionne, par exemple, des yaourts, il faut avoir un lave-vaisselle spécial. C'est pareil pour les jus de fruits. On a un peu moins de contraintes sur les confitures, etc. Mais ça commence à s'organiser, mais il va falloir y aller, c'est sûr. Je crois qu'il y a une autre question que j'ai vue apparaître. Alors, est-ce que le système des AMAP offre autant de soutien que le commerce équitable, sachant qu'il y a un engagement d'1 an seulement? C'est très différent. Hein. C'est sûr que le commerce équitable est beaucoup plus sécurisé. Hein. Des systèmes de contrats sur 3 ans, avec des engagements aussi sur les prix. Et puis, je dirais, c'est une négociation qui prend du temps. C'est une collaboration sur l'élaboration des contrats. Donc, on définit vraiment les choses ensemble. Ce qu'on vit dans les AMAP, c'est un peu différent. Il y a aussi pas mal de turnover, même si moi, je livre des AMAP sur Saint-Étienne depuis 2008 ou 2009, je crois. Et j'ai des gens qui sont là depuis le début. Mais bon, après, c'est vraiment différent. C'est surtout, c'est pas la même échelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quand on est sur une AMAP, nous, on est 4 producteurs dans l'AMAP. Chaque producteur a ses contrats avec les adhérents. Donc, il n'y a pas de dimension, même s'il y a une dimension collective dans l'animation de l'AMAP, il n'y a pas de dimension collective de solidarité entre les producteurs eux-mêmes, entre eux. Ce qu'on a, nous, dans les groupements à Bioéquitable en France, avec le fonctionnement de groupements organisés, etc., ça a plus de force, me semble-t-il, de ce point de vue. Et Cyril, moi, j'ai une petite question. Est-ce que toi, tu es en dialogue aussi avec des producteurs qui sont en conventionnel et voilà, quels sont un peu l'objet des débats en ce moment? Qu'est-ce que toi, tu perçois de ce qui peut se passer dans une mode de production, une agriculture qui répond à une vision un peu différente de la tienne? C'est compliqué, hein. On sent bien que tout le monde se questionne, y compris les gens de mon ancienne coopérative, qui est une ancienne coopérative conventionnelle. J'ai toujours des voisins avec qui on est en très bon rapport, en discussion, même si on a pris des orientations différentes. Le contexte est quand même compliqué. Hein. Je pense que là, au vu les systèmes, par exemple, malheureusement, moi j'estime que c'est malheureux, mais bon, dans ma petite région où il y avait beaucoup de production de fruits rouges, la plupart des gens qui sont restés dans la coopérative où j'étais avant sont partis en hors-sol. Le hors-sol, c'est des systèmes, il faut voir, qui sont très, très gourmands en intrants. Hein. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des substrats, ils utilisent des engrais azotés liquides et tout ça, les augmentations des tarifs, ils ne maîtrisent rien. Donc, je pense qu'il y a vraiment une inquiétude dans ce genre de mode de production-là. Là, je parle de ce que je connais moins. Hein, le fruit rouge, c'est peut-être moins vrai dans des systèmes peut-être plus classiques en élevage, en céréales, où des gens peuvent ne pas être en bio, mais avoir aussi des approches autonomes
assez poussée, etc. En tout cas, pour tous les systèmes où il y a recours à des intrants dont on ne maîtrise pas du tout l'évolution des tarifs, je pense que les gens sont très inquiets. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que pour l'agriculture conventionnelle, face justement à l'envolée des prix, est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où en fait finalement l'agriculture conventionnelle se retrouverait plus cher que le bio? En tout cas, alors, sur les étals, je pense que ça dépend beaucoup aussi des politiques commerciales des enseignes. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, par exemple en céréales, il y a un différentiel entre le prix du bio et le prix du conventionnel qui est vraiment petit. Et dans le lait, c'est vrai aussi. Donc, il y a un certain nombre de coopératives laitières qui vendent aujourd'hui des produits bio, étant donné que le marché en bio s'est resserré. Enfin, tout ça, c'est une question de marché après. Moi, je ne maîtrise pas trop sur ces grands secteurs d'activité comment ça se passe. Mais bon. En tout cas, il y a des secteurs où effectivement les prix se rapprochent et les producteurs se posent des questions, quoi. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais on va peut-être déjà te libérer parce que je crois que c'est un emploi du temps assez chargé. Et puis poursuivre. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, Cyril. Ça fait aussi le lien avec ce qu'on vous dit souvent. D'ailleurs, on vous parle de lien souvent quand on parle de commerce équitable ou quand on réfléchit à nos thématiques quinzaines. On aime bien se dire que grâce au commerce équitable, on rend visibles les liens qui nous unissent entre producteurs et consommateurs. Et donc, c'est ce que vous organisez Bioéquitable en France, notamment avec Faire un monde équitable à travers les fermes ouvertes. Donc, les fermes ouvertes, d'ailleurs, elles sont déjà présentes sur la cartographie sur le site internet de la quinzaine. Donc, allez voir. Il y en a 14, je crois, en France. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer des producteurs et de passer un moment avec eux et de voir comment ils travaillent au quotidien. Et puis dans ce que tu as dit, Cyril, moi j'ai entendu des relations de confiance, l'écoute, le dialogue. Et donc, on voit quand même que c'est ce qu'on valorise beaucoup dans le commerce équitable. C'est ce qui peut faire, c'est ce qui fait la différence et ce qui peut aussi changer la donne par rapport à d'autres façons de faire. Et donc, cette question du lien, elle est vraiment partout nous concernant, qu'il s'agisse vraiment de la production ou de la consommation. Donc, merci de l'avoir illustré. Et à bientôt, du coup, Cyril. Merci à vous. C'est un très bon résumé. Vraiment, je pense que c'est ça. Le commerce équitable, ce n'est pas uniquement des prix des contrats, c'est aussi des relations entre des gens qui ont envie de défendre un système agricole vertueux et résilient. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où trouve-t-on la liste de ces fermes, nous dit Claire? Et bien sur le site de la quinzaine du commerce équitable. Si tu tapes quinzaine commerce équitable dans Google, tu vas tomber tout de suite sur le site internet et il y a un gros bouton avec marqué les événements et les fermes ouvertes apparaissent déjà sur cette cartographie. Est-ce que Laetitia, je te laisse oui. Eh bien, justement, on va parler plus précisément de la quinzaine du commerce équitable. On avait un peu envie de vous poser la question, à savoir si les participants de cette formation aujourd'hui, est-ce que vous organisez un événement, une action? Je le rappelle, la quinzaine, c'est autant des événements type débat, conférences, dégustation que ferme ouverte. Et puis, il y a aussi des distributeurs qui s'engagent, des labels aussi qui s'engagent à mettre en place des offres commerciales dans les magasins partenaires. Donc, il y a plein de choses. Et peut-être il y a encore des indécis. Quel est le pourcentage d'indécis? C'est un peu la question du moment, j'ai l'impression. On est à 20% d'indécis pour l'instant, mais on est quand même sur une belle majorité on a de personnes. encore, non pas quelques jours, mais
À 2 semaines, hein, 2 quasiment. semaines pour vous, quelques heures pour vous convaincre. Ok. J'ai 80 personnes, 80% des participants qui ont participé. Je vais mettre fin au sondage pour qu'on voit les résultats tous ensemble. Donc, on a une majorité quand même d'entre vous qui vont organiser une action ou un événement. Et ça, c'est trop bien. Merci, merci beaucoup pour ça. On en reparle tout à l'heure, mais surtout, je vous invite vraiment à aller sur le site internet, inscrire votre événement. Pour l'instant, on en a peu. Alors, je sais parce que je dialogue avec pas mal de certains d'entre vous, pas mal de personnes du mouvement, et je sais qu'il y a plein de choses en préparation ou déjà prêtes qui n'attendent que d'être valorisées sur le site de la quinzaine. Je sais aussi que vous avez vos propres canaux de communication, mais en tout cas, je vous invite vraiment à le faire sur le site parce que c'est le seul moyen pour nous vraiment de donner à voir une cartographie globale de ce qui se passe pendant ces 15 jours. Et on a vraiment hâte de pouvoir voir les petits points, les petites localisations qui apparaissent sur la carte. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire si vous n'organisez pas d'action cette année, pour quelles raisons? Peut-être car nous ne sommes pas sûrs d'avoir les moyens nécessaires. Et effectivement, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on mettait un peu en avant dans les fiches conseils qu'on vous a transmises. C'est vrai que c'est important avant d'organiser quelque chose de se demander en fait quels sont les moyens humains et financiers à disposition, même si on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens, mais quand même, c'est important d'avoir des ressources autour de soi et voilà, une petite équipe pour s'entourer. Est-ce que vous avez... alors, je vois préparation d'un temps avec l'école d'ingénieurs, Unilassal d'Amiens. Ok. Donc, du coup, une action en commun avec Artisans du Monde Amiens et une école d'ingénieurs. Ça, c'est super aussi de voir les synergies qui existent sur les territoires, ce que vous pouvez mettre en place avec des organisations scolaires ou des établissements scolaires ou autres organisations pour organiser des choses. Ça, c'est vraiment chouette. On attend une réponse définitive. OK. Alors, attendez, je trouve le chat en même temps. Nous nous lancerons que si nous trouvons un partenariat. OK. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des interrogations par rapport à ce que vous êtes en train d'organiser, soit sur la coordination nationale, sur ce que nous, on impulse chez Commerce Équitable France avec notamment Aline et Laetitia, ou sur vos actions. On peut aussi échanger, alors pas que, de manière assez informelle. S'il y a des personnes qui veulent aussi ouvrir leur micro et prendre la parole, c'est tout à fait possible. Guayapi nous dit qu'ils finalisent leur planning d'événements. Alors, on sait que Guayapi organise souvent pas mal de choses pendant la quinzaine du commerce équitable. Des animations et des projections dans plusieurs magasins bio partout en France. Ah, super, ok. Ça, c'est top. Éventuellement, si vous êtes en recherche de partenariat et que vous repérez des gens qui pourraient être dans le même secteur que vous, le chat et cette formation, c'est peut-être aussi le lieu pour créer d'éventuelles synergies au niveau des régions, si vous êtes toujours à la recherche de personnes pour vous appuyer éventuellement. Et aussi un chat comme un système de petites annonces. Oui, tout à fait. Recherche partenaire dans le Gard. Oui, alors nous, on a déjà eu des mails, par exemple, des magasins Biocop qui nous demandaient de les mettre en relation avec des associations locales, ce qu'on a déjà fait. C'est vrai qu'on n'a pas de vision très précise de tout ce qui se passe sur les territoires, mais en tout cas, vraiment, on le met dans les mails à chaque fois. Si vous avez des questions là-dessus, si vous avez besoin de mise en relation et qu'on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Alors, le programme de Saint-Nazaire est partagé, expo porte ouverte, atelier, rencontres et dégustations et un grand temps festif. On sait que Saint-Nazaire est souvent aussi très impliqué. C'est chouette. Merci de nous partager en fait tout ça parce que ça donne vachement quand même de corps. Ça rend réel en fait tout ce sur quoi
On travaille tout ce qu'on on anticipe depuis quelques semaines. Donc, moi, j'adore vous lire. C'est super. N'hésitez pas à continuer. Porte ouverte au lycée à Versailles le 14 par la classe donc, des JAS. JAS, on en avait un petit peu parlé lors de la dernière formation. C'est les jeunes ambassadeurs de commerce équitable. Animation sur le commerce équitable et les labels devant la COP. Donc, un nouveau magasin à Guyancourt. OK, vidéoproducteur, animation sur la déforestation importée. Et bien d'ailleurs, je fais un peu dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Vu que je vois déforestation importée, j'en profite pour vous dire que je n'ai pas de date à vous préciser, mais on est en train d'organiser un atelier de décryptage sur… Alors, je vous préviens, ce n'est pas quelque chose de très fun, mais néanmoins très, très intéressant. Si le sujet vous intéresse, le sujet de la déforestation importée, on vous en a parlé un peu. Alors, Mathilde, ma collègue au plaidoyer, vous en a un petit peu parlé là, il y a un mois. En gros, il se passe pas mal de choses au niveau européen sur la déforestation importée. Je le rappelle, la déforestation importée, c'est quand on consomme en France des produits qui ont généré de la déforestation dans d'autres pays. Notamment, c'est le cas du cacao, c'est le cas du café. En tout cas, dans le commerce équitable, on parle beaucoup de ces produits-là. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des produits qui sont cultivés surtout par des petits producteurs, des petites productrices. Le soja, par exemple, au Brésil, c'est différent. C'est des grandes exploitations, c'est encore très différent. Et donc, il y a en ce moment en discussion au Parlement et à la Commission un règlement sur la déforestation importée qui devrait aboutir à un texte en juin, mais pas de certitude sur la date. En tout cas, il se passe des choses en ce moment. Et donc, on va vous proposer aux membres de Commerce Équitable France qui travaillent aussi sur le sujet et donc à toutes les personnes intéressées dans le cadre de la quinzaine de participer à un atelier de décryptage sur ce sujet. J'ai vu qu'il y avait une question. Que faire de la réaction du président ivoirien? Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le président ivoirien qui exige ici l'Union européenne renforcer un petit peu ses mesures en matière d'importation. Ils iraient voir du côté d'autres marchés. Je crois que c'est ça. Refus d'accepter ces limitations d'importation. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce qu'on a croisé une productrice d'une coopérative de commerce équitable qui était en Europe là, ces 2 dernières semaines, qui nous a dit qu'en fait, il y a en ce moment, du côté de la Côte d'Ivoire, quand même une réflexion sur la question de la traçabilité. Et donc, le gouvernement n'est pas complètement sourd par rapport à ce qui se passe. Et donc, voilà, il y a en tout cas un travail au niveau national sur comment mettre en œuvre ces questions de traçabilité du côté des coopératives et des parcelles de cacao. Voilà. Donc, spontanément, je dirais quand même que la Côte d'Ivoire ne peut pas tout à fait se passer du marché européen, mais ce n'est pas mon sujet, je ne rentrerai pas dans le détail. En tout cas, dès qu'on aura la date de cet atelier, on pourra vous la transmettre et vous inviter à y participer. Ça sera passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la quinzaine? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager? Pour l'instant, le chat reste silencieux, mais le chat reste ouvert. Donc, s'il y a des remarques, ne vous sentez pas bloqué par le temps. Ça marche. Alors, eh bien, dans ce cas, on va passer… Alors, je vois qu'il y a des réactions en même temps. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire et le Ghana, il me semble qu'ils ont souhaité limiter la vente de fèves de cacao à la Suisse. Okay. Ah, une question. Je suis contente d'avoir une question. Est-il toujours temps de commander des affiches?
Des Je peux affiches. répondre à cette question si jamais. Oui, merci Laetitia. Donc, les affiches ont été commandées par... et voilà, en fait, Myriam, effectivement, Agnès, tu fais partie d'ADM. Donc, Myriam, tu es plus à même de répondre pour le réseau ADM. Je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Alors, désolée, Laetitia, je te laisserai compléter parce qu'il y a peut-être d'autres personnes en dehors du mouvement ADM qui se posent peut-être la question. Donc là, pour le coup, ce sera toi qui sera la plus pertinente pour répondre. Donc, comme je l'ai indiqué là dans une actu interne qui a été diffusée au réseau Artisans du Monde, je vais envoyer, d'ici la semaine prochaine, donc les affiches personnalisées avec le logo d'Artisans du Monde. Comme ce qu'on fait maintenant depuis quelques années. Et vous recevrez également un autre support, un dépliant dédié à l'engagement pour encourager, dans le cadre de ce temps fort dédié au commerce équitable, l'engagement au sein du mouvement Artisans du Monde. Voilà. Mais du coup, Agnès, je t'invite à checker l'intranet ou les actus hebdo de Brigitte qui ont été envoyés en début de semaine, et toutes les personnes qui se posent aussi la question, du coup, vous avez la réponse. Voilà. Donc, je termine la réponse sur les affiches pour les personnes qui ne font pas du coup partie du réseau Artisans du Monde. On a du coup déjà lancé les commandes d'affiches papier. Elles vont être livrées entre lundi et mardi pour les personnes qui en ont commandé via nous. Et si jamais vous avez absolument besoin d'affiches de format A2, donc 40 par 60 cm, vous pouvez éventuellement nous envoyer un mail. On en a commandé quelques-unes en RAB pour Commerce Équitable France, donc on peut éventuellement vous en faire parvenir par courrier. Mais le mieux reste quand même de vous connecter au kit communication dans lequel vous retrouverez les formats pour imprimer en fait les affiches. Le mieux restant de les imprimer par vous-même si vous en avez besoin que de quelques-unes. Voilà. Si jamais, on peut éventuellement aussi vous en faire parvenir en petite quantité. Ça, c'est pour les affiches. Et ensuite, il y a une question sur le kit com de façon plus globale, et c'est le sujet qu'on va aborder. Oui. Je reviens aussi sur le chat. Juste avant, il y a Gilles qui nous dit qu'il y a sur le site de France 24, il y a un article sur le président ivoirien et la déforestation importée. Gilles, si tu peux nous partager le lien, ça me permet aussi de dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un petit peu, bon, désolé, on passe d'un sujet à un autre, mais je trouve que c'est important. Donc forcément, vous avez remarqué que ce n'était pas que la semaine dernière, ça ne vous aura pas échappé. Mais ce qui était intéressant cette année, et j'ai l'impression un petit peu plus que l'année d'avant, on a eu plein d'articles sur l'impact du cacao. Et ça, c'est quand même chouette. C'est-à-dire que les journalistes commencent aussi à aborder le sujet de manière un peu différente, pas que sur l'angle conso, mais aussi sur les impacts en termes d'agriculture et sur la rémunération des producteurs aussi. Et pas que des rédactions spécialisées, des médias spécialisés, mais aussi il y a eu Europe 1, il y a eu RTL, l'article sur France 24, je ne les ai plus tous en tête, mais sur plein de... J'en ai vu pas mal, je pourrais même, si ça vous intéresse aussi, vous faire une petite revue de presse sur le sujet, c'est toujours intéressant. Voilà, en tout cas, le sujet est un peu dans l'air du temps, et tant mieux. Ça veut dire que ça prend un petit peu de place dans le débat public. On sait que c'est difficile de parler des producteurs qui sont à l'autre bout du monde et d'en faire un sujet dans le débat public. Et là, ça commence à se passer, et donc c'est une bonne nouvelle. Et nous, on continue évidemment en parallèle notre plaidoyer hyper engagé pour faire avancer, en tout cas au niveau des législations. Côté kit, pardon. Oui, alors côté... oui, je précise juste aussi qu'à Périgny, il va se passer plein de choses, je vois dans le chat, avec une soirée théâtrale. Ça, c'est top. Et bon, je pense que vous lisez aussi, vous avez accès au chat, donc je vous laisse regarder. Il y a plein de choses. C'est très enthousiasmant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces animations. Et donc, sur le kit com, effectivement, c'est un kit communication qu'on met à jour un petit peu au fil de l'eau. Là, il commence vraiment à ressembler à quelque chose de plutôt bien fourni, mais il est encore en train d'être alimenté.
De quoi on parle après, Laetitia? Je ne sais plus. On fait une petite pause cartographie, mais à voir si je parle du coup de la cartographie, puis on continue sur le KitCom, comme prévu, ou on enchaîne tout de suite sur le KitCom et je parlerai de la cartographie après. Bah, vas-y sur la carto. Hein. J'enchaîne sur la cartographie, super. Qui est en lien, en fait, hein, ça fait partie des éléments qui permettent à vous et à nous de communiquer sur l'impact et les actions de la quinzaine du commerce équitable. Donc, la cartographie, c'est accessible via l'onglet les événements qu'il y a sur le site internet de la quinzaine. Je vais voir si je peux vous montrer du coup en parallèle le site. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec la souris qui bouge? Super. Donc, quand vous arrivez sur le site internet de la quinzaine, donc vous avez cette page d'accueil, vous pouvez accéder à la cartographie soit en cliquant sur le gros bouton orange-rouge, les événements, soit en haut avec le menu carte des événements. On a cette année investi dans un système un petit peu qui, j'espère, fonctionne mieux que les années précédentes. En même temps, je pense pas qu'on pouvait faire pire. Cela dit, voilà, cette année, on veut vraiment vous permettre de vous donner la possibilité de montrer en fait l'impact que vous avez sur les territoires avec un système de classification par mots-clés, par organisateur, par région. On a une vue cartographie, on a aussi une vue calendrier et une vue liste. Et pour que cette cartographie des événements soit pleine de petits points bleus et montre à quel point le commerce équitable rayonne sur le territoire français, on vous invite à aller ajouter en fait tous les événements que vous créez en utilisant du coup l'onglet « Ajouter un événement ». L'outil qu'on vous propose, il permet en fait de soit uploader un événement de façon anonyme, et ça c'est pratique si vous avez qu'un seul, quelques événements ponctuels, et donc le formulaire il est très simple et assez instinctif. Vous mettez le titre de votre événement, éventuellement une petite description, un programme. Vous avez ici moyen de sélectionner la date et l'horaire de début ou de fin de votre événement. Vous avez la possibilité de planifier plusieurs événements de façon quotidienne ou hebdomadaire. Si par exemple votre événement il a lieu le premier et le deuxième samedi de la quinzaine du commerce équitable. Vous avez également la possibilité d'ajouter une image une image illustrative en fait de votre événement. Je vous conseille de choisir plutôt des images au format paysage. Vous pouvez ensuite classer votre événement dans les différentes catégories qui existent actuellement. S'il en manque, n'hésitez pas à nous le dire encore une fois par email ou à essayer en tout cas à les ajouter dans la description de votre événement. Pareil, vous avez différents types d'étiquettes pour un petit peu classer vos événements. Là, on n'y touche pas, ça reste en planifié, sauf si vous aviez programmé un événement et qu'il est annulé. La partie lieu, c'est intéressant parce que c'est ça qui permet d'avoir l'icône qui apparaît. Donc, vous pouvez créer un lieu en tapant le nom du lieu. Créer. Et là, vous remplissez le petit formulaire. Vous pouvez également créer un organisateur. Donc, si vous voulez dire que c'est l'association, donner le nom de votre association, éventuellement des informations sur vous. Si vous avez un lien d'inscription, vous pouvez le mettre ici. En général, vos événements sont gratuits, donc vous pouvez laisser cette partie de champ libre. Le petit « Je ne suis pas un robot », très important pour valider votre événement et ensuite soumettre. Sachez que les événements, quand vous les soumettez, on les relit avant de les publier parce qu'on n'est jamais à l'abri de spam, en fait. Et du coup, c'est pour ça que même avec le reCAPTCHA « Je ne suis pas un robot », on prend quand même le temps de repasser derrière pour s'assurer que c'est bien vous qui avez publié un événement et pas des petits robots. Et du coup, c'est normal si vous ne voyez pas votre événement apparaître tout de suite sur la carte publique. En moyenne, on essaye de publier le lendemain ou le surlendemain. Si vous publiez le week-end, effectivement, on va peut-être attendre le lundi avant de les publier. Et c'est pour ça que du coup, tous les événements, même si vous les avez soumis, n'apparaissent peut-être pas forcément encore. Mais on y travaille. Donc voilà pourquoi c'est important et comment faire pour enregistrer votre événement sur la carte et le site officiel de la quinzaine du commerce équitable.
Pensez également à nous taguer quand vous organisez, en fait, quand vous partagez des informations sur votre événement, soit sur les réseaux sociaux, que vous organisez un événement sur Facebook. Vous avez la possibilité de mettre Commerce Équitable France en tant que co-organisateur d'un événement sur Facebook. Et sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, vous pouvez nous taguer. On a mis le détail de nos handles, comme on dit en anglais, nos tags, on les a mis dans le KitCom. Pensez à le faire parce que c'est la seule façon qu'on a de vous repérer et de pouvoir vous repartager ensuite dans nos stories Instagram, par exemple. Je pense que j'ai fait le tour. Sur la partie cartographie des événements, juste pour préciser aussi que si du coup vous avez beaucoup d'événements, vous avez aussi la possibilité de créer un compte et d'accéder à votre espace organisateur d'événements et ça vous donne accès en fait à la liste des événements que vous avez soumis. Et ça vous donne le détail également s'il est encore en cours de relecture ou s'il a été publié. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci beaucoup Laetitia. Il y a Yannick de Artisans du Monde Amiens qui nous dit que le collectif de l'éthique sur l'étiquette organise une soirée théâtre et un débat le 5 mai, soit 2 jours avant la quinzaine. Et bien sûr, il est possible de l'intégrer quand même en événement de la quinzaine, parce qu'on serait un peu triste de ne pas pouvoir valoriser cet événement aussi. La quinzaine, c'est du 7 au 22 mai, mais on peut quand même se dire que tout ce qui se passe un petit peu la semaine d'avant et potentiellement au début juin, c'est cool de le valoriser. Donc, ne vous censurez pas sur les dates. Bien sûr. Valorisez quand même vos événements qui parlent de commerce équitable. On est preneurs. Alors, et Jessica, effectivement, j'ai repéré qu'il y avait la ferme dans le Gard qui n'apparaissait pas. Je suis en relation avec le service client du plugin pour vérifier pourquoi, parce qu'autrement, quand tu cherches, alors je vais le montrer, quand tu cherches la ferme qui est dans le Gard, elle apparaît en fait dans la partie région, mais pas... Comme ça, je montre aussi comment on fait pour chercher par région. Voilà, elle apparaît là, mais elle n'apparaît pas. Donc, je vais régler ce problème très rapidement. Merci. Parce que juste, comme on disait que ça participait à montrer toute l'étendue et que nous, on est présents dans 14 endroits en France, je me disais, c'est marrant, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment l'étendue de l'organisation des fermes ouvertes. Mais voilà, c'était pas grave parce que nous, on en a 14 et du coup, j'étais en train de compter les points. Je me disais déjà, rien qu'avec nos 14 fermes, il n'y a pas 14 points là. Donc, et on n'est pas les seuls à organiser des trucs. Donc, oui, et justement, voilà. Je pense que je vois qu'au fur et à mesure, en fait, les soumissions, elles se font depuis quelques jours, en fait. Et donc, je pense que c'est une histoire de soumission et de mois relecture. Super, merci. Quelques jours. Voilà. Merci. Alors, on continue. On continue. Oui, donc on parlait du kit communication tout à l'heure. Donc, on vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller le télécharger sur le site internet, sachant qu'effectivement, on le met quand même régulièrement, on l'alimente régulièrement. Donc, comment on peut faire, Laetitia, en fait? Est-ce qu'il faut qu'on le retélécharge régulièrement ou est-ce qu'on peut accéder au lien Google Drive? Alors, le lien, en fait, une fois que vous avez renseigné, alors, comment ça fonctionne? Ce qu'on fait pour s'assurer qu'on puisse vous contacter, en fait, une fois qu'on met les choses à jour. Donc, pour télécharger le kit de communication, vous allez dans l'onglet Agir, kit de communication. Et on vous demande en fait de bien vouloir jouer le jeu et de renseigner votre mail et votre structure pour pouvoir recevoir le lien du kit de communication. Une fois que vous l'avez reçu, ce lien ne bouge pas. Donc, vous pouvez le mettre dans vos favoris si vous le souhaitez et y retourner dès que vous en avez besoin. On n'a pas encore réussi à le faire, mais en fait, l'idée, c'est que maintenant qu'on l'a mis à jour, l'idée, c'est qu'on vous envoie en fait régulièrement des mails où on vous rappelle le lien du KitCom et on rappelle également le lien du KitCom en général en clôture des formations. Donc là, à la fin de cette formation, vous allez recevoir un mail avec les informations et on vous remettra le lien. Et merci beaucoup Aline
On vous partage aussi également le lien dans le chat actuellement pour pouvoir y réaccéder, en tout cas avec la version la plus à jour. C'est un lien qui ne bouge pas, donc c'est un lien que vous pouvez, comme je viens de le dire, aller consulter régulièrement pour voir s'il y a des choses. Et par la suite, d'ici le lancement de la quinzaine et ensuite aussi pendant la quinzaine, lorsqu'il y a des indications, des nouveautés, on essaye au maximum de pouvoir vous envoyer un mail pour vous dire le KitCom est à jour ou pensez à ceci, pensez à cela. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'enregistrer vos mails, sinon vous ne verrez pas la petite alerte par rapport au kit de communication. Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez-vous et sinon voici le lien dans le chat. Merci. Top. Voilà. Je suis en diaporama, n'est-ce pas, au niveau de mon partage d'écran? Ouais. Oui, c'est top. Du coup, est-ce que tu peux passer? Oui. Donc, dans le kit, vous avez une présentation du kit communication. On a essayé de faire les choses bien. Vous avez fait toute une présentation qui vous guide pas à pas. Parce que bon, dans un kit communication, on peut se retrouver avec pas mal de dossiers, pas mal de petites choses dans tous les sens. Et donc, on vous a fait un doc pour vous guider. Voilà, dans ce doc, il y a aussi évidemment des visuels dans tous les formats, c'est-à-dire Instagram, Twitter, LinkedIn, enfin Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et donc, vous n'avez plus qu'à aller piocher. Il y a aussi des propositions de posts. Notre but étant de vous faciliter la tâche. Donc, on vous propose des posts sur les réseaux sociaux qui peuvent soit être utilisés clé en main, si vous trouvez que ça colle, que ça vous correspond bien, ou soit ça peut vous servir de base pour inspiration. En fait, vous en faites vraiment, vous utilisez ce kit comme vous le souhaitez. Il est vraiment là pour vous aider. Je veux bien qu'on avance ici. Hop. Et donc, cette année, on s'est lâché avec les filles. On vous a fait plein de visuels différents avec des accroches. Faut-il réserver les vignettes pour le moment de la quinzaine? Est-il possible de commencer à les diffuser avant? J'imagine que c'est la question. Alors, on ne vous a pas précisé. Il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment… j'ai un peu envie de vous dire, faites comme vous avez envie. C'est vrai que nous, en tout cas de notre côté, on va attendre le début de la quinzaine parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, d'alimenter très régulièrement les réseaux sociaux pendant la quinzaine, étant donné qu'on… voilà, c'est surtout sur les réseaux sociaux cette année qu'on va être très présent. En revanche, si vous voulez commencer à communiquer dessus, c'est peut-être un petit peu mieux de ne pas tout partager maintenant, parce qu'après, il n'y aura plus rien pendant les 15 jours. Mais voilà, on vous laisse le soin de faire un petit peu comme vous voulez. Alors, toutes ces accroches, elles correspondent à un thème, hein, vous le savez sûrement. Le thème de la quinzaine cette année, c'est le commerce équitable, des valeurs qui nous rapprochent. Juste en 2 mots, pour préciser pourquoi on a choisi ce thème, eh bien parce qu'on voulait insister sur le fait qu'au-delà d'une origine géographique, donc est-ce que c'est un produit qui vient près de chez moi ou à l'autre bout du monde, ce qui est quand même le plus important pour nous, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les façons dont ce produit a été conçu, dans quelles conditions est-ce que les producteurs-productrices ont été rémunérés justement? Est-ce que les modes de production sont des modes de production qui sont durables? Voilà. Et donc, c'est important aussi, en ces temps démocratiques très divisés, de rappeler qu'en fait, ces valeurs-là, elles ont du sens. Donc, se soucier du bien-être social, se soucier du bien-être environnemental, qu'il s'agisse des producteurs ou des consommateurs, en fait, ça a du sens. Et ça a du sens partout. Ça a du sens à l'autre bout du monde et à 2 pas de chez soi. Et donc, à une époque où on voudrait aussi diviser de manière un peu trop simpliste le local versus le global, non, en fait, on partage la même planète et c'est important de se soucier des producteurs d'ici et d'ailleurs. Et donc, sur la base de ce thème et de ces belles valeurs, on vous a décliné toute une série d'accroches. Donc, il y a l'accroche générique, proche ou loin, qu'importe, nos valeurs nous rapprochent. Ça, c'est notre petite phrase. Et puis après, on a proche ou loin, qu'importe, la transparence tient la distance. Pourquoi? Parce que vous le savez, dans le commerce équitable, l'engagement de la transparence, c'est un engagement important. Et donc, ça, ce n'est pas une question de distance. Voilà, on a aussi tout travail mérite un revenu décent. C'est une évidence, c'est
un basique, mais en fait, malheureusement, derrière nos produits de consommation du quotidien, eh bien, il y a trop souvent des personnes qui sont sous-payées ou voire du travail des enfants. On parlait du cacao tout à l'heure. On sait que dans le secteur du cacao, il y a énormément de travail des enfants. Pourquoi? Une des causes, c'est quand même une des causes, c'est quand même le fait que dans l'industrie du cacao, en fait, les producteurs en fait, se retrouvent avec une part infime une part infime du gâteau. Hein. C'est une industrie qui a explosé, qui n'arrête pas d'être en croissance et qui a, alors que les grands industriels du chocolat ont essayé de faire croire le contraire, mais qui a plutôt augmenté en 2020 et en 2021. Et donc, malheureusement, la situation des producteurs ne change pas beaucoup. Donc, évidemment, dans des situations où en fait, ils vivent sous le seuil de pauvreté, et ben, qu'est-ce qui se passe c'est que ça vient générer, ça engendre le travail des enfants. Bref, vous savez évidemment ces éléments-là, je ne vous apprends rien. On a quoi aussi? Donc, beurre ou pâte à tartiner, on choisit l'équité pour rappeler que, eh bien, oui, les circuits courts, c'est très important, le local, c'est très important, mais aussi le chocolat qu'on boit tous les matins. La pâte à tartiner, elle a du sens et elle n'est pas moins importante. On a aussi parlé du voyage. On en parle un petit peu moins, c'est vrai, mais le voyage équitable et solidaire, il est hyper important. Demain, on ne va pas s'arrêter de voyager. Le voyage, c'est aussi une ouverture sur le monde. C'est un moyen de découvrir l'autre. En revanche, on peut le faire avec des valeurs. On peut le faire en respectant aussi, de manière solidaire, de manière équitable. Et ça, c'est important. Donc, on a une petite vignette au Pérou ou à Honfleur, pas de vacances pour nos valeurs. Donc, je ne vais pas toutes les citer. On en a fait plein pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. On peut enchaîner avec la suite. Avec le piège. On a Françoise qui demande si ces vignettes peuvent être tirées en affiche, qui je pense est une bonne question. Oui, je te laisse répondre. Ce à quoi je réponds à Myriam aussi demande la parole après. En tout cas, moi, je voulais juste vous dire que pour l'instant, elles existent au format paysage et carré, mais qu'elles sont normalement en bonne qualité, donc vous pouvez les imprimer. Enfin, je ne sais pas dans quelle dimension vous les imprimez, mais oui, si vous pensez que ça peut accompagner en fait vos expositions ou vos setups d'événements, avec grand plaisir, imprimez-les. Elles sont à votre disposition. Myriam, je te laisse compléter ou ajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup Laetitia. On est connecté Françoise, parce que pour le coup, c'est une question que j'avais eu l'occasion de poser à Laetitia la dernière fois quand on en avait discuté. Et figure-toi que ce qui m'a fait penser à ça, c'est le magasin d'ADM Valence avec toutes les photos que vous imprimez en A4 de producteurs et productrices et que vous mettez dans le magasin. Et du coup, je me suis dit qu'en effet, ça pourrait être super d'avoir ces slogans qui sont vraiment très sympas, et je trouve que les personnes ça fait réfléchir en fait. Ça a le mérite de provoquer la curiosité. Et je me disais que justement, dans les magasins artisans du monde, mais aussi sur les différents stands qui vont être tenus lors de la quinzaine, ça peut vraiment être l'occasion de faire réfléchir les gens et de créer la discussion. Et on sait aussi que c'est notre objectif au sein d'Artisans du Monde, mais aussi plus largement au sein du mouvement du commerce équitable, pour amener les gens à réfléchir. Il y a Agnès qui demande si on peut personnaliser les vignettes. Je vous invite à me contacter quand vous en avez besoin. Effectivement, on pourrait vous donner le modèle sur Canva, sauf qu'on n'a pas fait ces vignettes sur Canva, on les a fait sur Illustrator. Ah, pardon, mais éventuellement, on peut créer un modèle en fait dans Canva qui serait éditable. On ne l'a pas encore fait. Mais cela dit, c'est une bonne idée. On a encore 15 jours pour vous le proposer et vous donner la possibilité de créer vos propres accroches. Nous, on est aussi là pour répondre à des besoins qu'on n'aurait pas anticipés. Et donc, dans la mesure où on peut le faire, on le fera avec plaisir, bien sûr. OK. Alors, la suite. Pardon. Excuse-moi, Laetitia. Non, t'inquiète. Alors, bien sûr, on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire à chaque vignette, on vous propose un petit texte. Là, on a pris comme modèle Instagram
on va aller plus loin et en proposant des alternatives pour Twitter et LinkedIn. Alors, on sait que Twitter, c'est beaucoup plus court. Évidemment, on ne peut pas aller aussi loin. Et puis, ce n'est pas la même tonalité. Instagram, c'est aussi très grand public. Twitter, c'est un peu plus politique. Donc, on va dire les choses un peu autrement. Le fond du message restera le même. Et sur LinkedIn aussi, la tonalité est un peu différente. Donc, on va vous proposer des adaptations. Mais pour l'instant, on s'est arrêté à Instagram. Donc, par exemple, ça donne sur la vignette « Tout travail mérite un revenu décent ». Les agricultrices qui nous nourrissent ont du mal à se nourrir eux-mêmes. Quel paradoxe. La France n'est pas épargnée. 20% des agriculteurs français gagnent moins de 350 € par mois et travaillent sans relâche. Qu'est-ce qu'on fait? D'un bout à l'autre de la planète, le commerce équitable permet aux producteurs tristes de vivre dignement de leur métier grâce à des prix justes, des contrats sur la durée et une prime de développement. /équitable, hashtag équitable partout. Voilà, donc on essaye d'en dire pas mal sans avoir des textes trop longs. Donc voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez vous en inspirer, bien sûr. Les ou café ont choisi l'équité. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Toi aussi, tu culpabilises parfois quand tu bois du café. C'est vrai, le café vient de loin, mais sa culture fait vivre des millions de familles. Alors, arrêter d'en consommer complètement n'est pas forcément la solution. Et si on faisait plutôt en sorte d'être certain que le café qu'on achète permet aux producteurs de vivre dignement en pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement? Et ça vaut pour le lait français comme pour le café colombien. Équitable partout, commerce équitable. Voilà. On avait aussi proche ou loin, qu'importe, ne faisons pas l'économie de l'agroécologie. Agroécologie, quel est ce Pokémon? La réponse est dans son nom. C'est l'évolution de l'agriculture pour aller vers des pratiques plus écologiques. Oui, mais changer les pratiques, ça demande ça demande des investissements importants. Les avantages économiques du commerce équitable permettent aux agriculteurs de se tourner vers ces pratiques et notamment d'accélérer les conversions en bio. Parce que c'est essentiel de préserver le climat, la biodiversité et notre santé à tous et toutes. Voilà, donc vous l'aurez compris, derrière toutes ces accroches et ces visuels, on essaye, dans des formats assez courts, de faire de la pédagogie, qui est le but de cette campagne, évidemment. Donc, tous ces visuels, ils sont disponibles dans d'autres formats pour les réseaux sociaux. On a tout adapté. Ça, c'est prêt. Tout ce qu'on vous montre, c'est prêt et disponible dans le KitCom. Ce qu'on va faire, ce qu'on va rajouter dans les jours à venir, c'est les versions des posts pour Twitter et LinkedIn. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a aussi créé d'autres visuels. Ceux qui nous suivent sur Instagram, on a créé un compte Instagram il n'y a pas si longtemps, l'année dernière. C'est un compte qu'on anime surtout pendant la quinzaine. Et en fait, on a commencé là depuis quelques temps à créer du contenu pédagogique. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé de chocolat, donc on a diffusé donc un documentaire sur Arte qui était… des fois, on n'a pas besoin de réinventer ou de créer du contenu, il existe, il faut juste le mettre en valeur. Donc, on a parlé de cacao, de chocolat, on a parlé de fermes françaises aussi qui disparaissent drastiquement depuis 10 ans. Ça, c'est des visuels qui sont présents sur nos réseaux sociaux, qui sont également à dispo dans le KitCom, si ça vous intéresse de les utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. C'est pour finir voilà, sur la partie contenu. Attends, juste pour introduire, excuse-moi Laetitia, Ouais. je ne sais pas si vous vous rappelez pour celles et ceux qui étaient là lors de la première formation, j'avais fini l'introduction sur une petite histoire racontée par une de nos collègues qui s'appelle Manon. Et donc, en fait, Manon, à la base, son métier, ce n'est pas de raconter des histoires, c'est d'aller sur le terrain notamment et d'être en charge d'un projet qui s'appelle le programme Équité en Afrique de l'Ouest. Mais Manon, elle a aussi des talents et on aime bien valoriser les talents chez Commerce Équitable France. Et son talent, c'est de raconter des histoires. Voilà, donc Laetitia, je te laisse poursuivre. Finalement, tu as très bien introduit. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que elle a tellement de talent qu'elle a réussi à produire du coup 6 petites histoires qui sont basées sur des vraies rencontres qu'elle a eues avec des producteurs, des productrices sur le terrain.
qui l'ont inspiré, qui l'ont marqué. Les prénoms et les histoires ne sont pas une histoire en particulier, mais en fait, c'est plutôt un format de conte, un petit peu d'histoire, pour transmettre en tout cas toutes les émotions et toutes les valeurs en fait, qu'elle a pu découvrir et qu'elle nous partage à travers cette histoire. On a du coup créé une espèce de petit format qui pourra fonctionner un peu comme une vidéo post. Et je vais éventuellement vous faire écouter le début de la deuxième histoire, donc Manon et Fanta et leur monde en commun. Et vous me direz si ça marche. Ah oui, je dois d'abord... En termes de temps, je ne suis pas sûre que ce soit judicieux. Je sais que je dois aller activer mon son quelque part et il est déjà 10h18. Bah, je suis un petit peu tentée quand même de le faire parce que c'est bien de vous partager ce que ça donne. Alors, je vais essayer de voir et vous me dites si vous entendez ou pas. Je crois que vous n'entendez pas. Vous entendez? C'est possible. Je vais retrouver comment on fait. Plus... Partager l'audio. Moi, si le son est passé. Le ciel est gris et bas, chargé de la pluie de novembre qui ne semble jamais cesser de tomber en bruine glaciale et triste. Pardon, je me rends compte que j'ai pas mis la bonne version de la vidéo, je crois, sur la slide, parce que normalement, il y a les sous-titres qui apparaissent en simultané. Est-ce que je la continue quand même? Oui, c'est pas grave. Dans la version, dans la vraie version, il y a les sous-titres. Voilà, il y a le texte qui apparaît dans le fond rose, pour information, désolée. Pourtant, rien ne semble entamer mon bonheur. Mamie s'affaire dans la cuisine, en train de me préparer un bon chocolat chaud, petit plaisir de l'enfance qui embaume la maison d'une odeur douce et rassurante. Je ne sais pas alors d'où vient ce cacao si délicieux. Ce n'est que des années plus tard que mon chemin croise celui de Fanta, cacaocultrice ivoirienne dont la rencontre me rappelle encore une fois, s'il en était besoin, que nous avons un monde en commun. Un monde parfois dur, injuste et tellement fragile. Un monde où, malgré tout, l'espoir est encore permis. Les mots de Fanta, je les entends encore résonner en moi, comme lorsqu'elle me les a adressés au cœur de sa parcelle de cacao agroforestière, dans une chaleur moite, apaisée par le chant des oiseaux tropicaux. Je suis issue d'une grande famille de producteurs de cacao. Jeune, on nous envoyait toujours au village pendant les grandes vacances. C'est une passion, car je voyais mon grand-père fier d'être producteur. Et il m'a transmis ça. Produire du cacao aujourd'hui, et encore plus pour une femme, ce n'est vraiment pas facile. Mais ici, sur ma parcelle, je me sens bien. Et j'ai envie de pouvoir transmettre ce bonheur-là à mes enfants. Alors je me bats pour que la filière cacao soit pleine d'avenir, qu'elle soit durable et qu'elle permette de vivre bien. Des souvenirs d'enfants ancrés au cœur, des rêves d'un avenir écologiquement viable et équitable. C'est sûr, Fanta et moi allons dans la même direction. Alors voilà pour un petit exemple de petite histoire sonore. Merci à Laetitia qui s'est quand même improvisée monteuse d'histoire sonore. On a fait ça en interne avec nos petites mains, mais on voulait vraiment valoriser ces contes parce que, enfin ces petites histoires parce qu'ils sont issus de ce que vit Manon sur le terrain quand elle part en mission. Voilà, donc c'est des outils, des histoires sonores qui seront à disposition. Elles sont très courtes, hein, c'est maximum 2 minutes, donc facile sur les réseaux sociaux. Aussi éventuellement dans vos animations si vous voulez les mettre à disposition. En tout cas, on espère qu'elles vous plairont. Je vois qu'il y a des questions qui font, mais alors totalement, parfaitement la transition avec notre petit point d'après, donc c'est génial. Pardon. Voilà, c'est le but à long terme du commerce équitable, puisque même si la rémunération est plus juste dans le pays lointain, ça reste de l'importation et donc il y a une empreinte écologique. Valentine répond Caroline, il y a des reportages intéressants sur l'empreinte carbone, car le transport ne représente que 3% de l'empreinte carbone d'une culture.
il y a beaucoup d'autres paramètres. Utilisation de machines, de serres chauffées, d'usines de production. Exactement, je précise là-dessus que en fait, la question du transport, ce n'est pas ce qui compte le plus aujourd'hui dans l'empreinte carbone. Donc, il y a toute la question des modes de production. Et puis, c'est souvent aussi la question du transport, mais les derniers transports, celle qui va se jouer entre le domicile et puis le magasin ou au moment de la livraison, etc. Le transport en bateau, ce qu'on fait venir de loin, donc les produits du commerce équitable sont importés pour la plupart en bateau. Ce n'est pas ce qui compte le plus dans l'empreinte carbone, mais du coup, c'est un point important parce qu'effectivement, en fait, ça fait partie des idées reçues qu'on peut aujourd'hui opposer au commerce équitable. Nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on prend l'exemple du cacao, mais ça pourrait être le café, ça pourrait être autre chose, en fait, il y a des millions de familles qui en vivent. Et donc, alors, on peut aller plus loin et se dire qu'effectivement, mais du coup, c'est des familles qui sont dépendantes du commerce international et des pays occidentaux. Le fait est aujourd'hui qu'il y a des millions de familles qui ne vivent que grâce à la culture du cacao. Et donc, on ne peut pas du coup se dire qu'il faut absolument arrêter, enfin, que la solution en soi, c'est d'arrêter de consommer du cacao. Ce qu'on peut se dire en revanche, c'est que c'est aujourd'hui un produit qui est menacé, parce qu'il n'est plus durable, et c'est un secteur où il y a une extrême pauvreté. Et donc, est-ce qu'on a la possibilité de créer des filières durables? Et le commerce équitable prouve que c'est effectivement possible, qu'on peut, grâce à l'agroécologie, à l'agroforesterie, grâce au modèle, aux avantages économiques du commerce équitable, on arrive à mettre en place une filière durable basée sur des partenariats justes, basée sur le dialogue et où finalement tout le monde va trouver son compte. Voilà, ce qui est le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la culture du cacao, c'est la manière dont c'est toutes les dérives qui proviennent de ce business. Alors, du coup, j'ai un petit peu anticipé, mais notre dernier point avant de passer à notre formation animée par Julien, c'était de parler… Ah non, j'ai oublié encore des choses. Décidément, je vais dans tous les sens. Donc, juste pour vous dire qu'on a aussi d'autres petits outils dans le kit communication, notamment des textes de présentation, soit pour vos sites web, soit pour vos mailings ou autres. Allez piocher dedans, inspirez-vous, comme vous prenez-les tels quels s'ils vous conviennent. J'ai mis aussi un exemple de communiqué de presse qui peut être adapté. Donc, si vous souhaitez communiquer localement, et je vous y invite, si vous avez la possibilité de le faire. Donc, je vous ai mis un modèle qui vient du coup vous proposer des éléments un peu plus globaux sur la quinzaine et dans lequel vous pouvez intégrer vos informations sur vos actions, vos événements. Et qu'est-ce qu'on a après? Oui, j'avais oublié toute une partie. D'autres petits éléments ressources, on a une infographie qui s'appelle le commerce équitable à la loupe, qui a été faite au moment des assises du commerce équitable en novembre 2021. Cette infographie, elle peut aussi être imprimée, diffusée, elle peut vous aider aussi pour vos animations. On la met dans le kit com. Et on a, pour ceux qui ne le savent pas, un site qui s'appelle Éducation au commerce équitable, où vous avez toute une page ressources où en fait ce site répertorie. Et là, si je clique dessus, ah non, je vais faire un petit partage d'écran rapidos. Et sinon, je peux le faire. Ah bah ouais, je veux bien. Ça va peut-être être plus simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le site Éducation au commerce équitable, vous avez donc cet espace ressources. Juste là, ouais. Et donc, pardon, qui vous permet par tranche d'âge, et pas que, de faire un petit peu le point sur les jeux, les fiches. Donc là, on est vraiment sur l'éducation au commerce équitable, donc un public plutôt jeune, mais en fait, il y a quand même 18-25 ans, 25 ans et plus, donc c'est assez large. N'hésitez pas à les regarder aussi de ce côté-là. Je vous mets ça dans le chat. Et donc, si je ne dis pas de bêtises après, je crois maintenant, c'est ouais, non, encore. Non. Juste pour vous dire que oui, on a 25 collectivités partenaires cette année qui affichent les affiches de la quinzaine, et avec un petit focus quand même
on est assez contente que la ville de Paris nous mette à disposition 500 affichages numériques, des grands affichages espaces numériques dans la ville de Paris. Ça, c'est une première, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc, oui, dernière chose, conférence de presse le 5 mai, donc qui est pas un événement qui est ouvert, hein, c'est spécifique aux journalistes, mais je vous le dis parce que c'est un moment où en fait on fait beaucoup de relations presse et on invite les journalistes à parler du commerce équitable et puis l'atelier sur la déforestation importée dont je vous parlais tout à l'heure. Et je reviendrai vers vous. Et donc voilà, c'était ça dont je voulais, ce sur quoi je voulais atterrir. Et j'avais oublié des éléments précédents. Nos fameuses idées reçues qu'on aimerait dépasser. J'imagine que vous avez déjà quand même toute une mallette avec plein d'arguments, mais on a voulu vous proposer un document. Je veux bien que tu passes. Oui, non, ouais, non, c'est pas grave. En fait, je vais l'expliquer. Il est dans le kit de communication. En gros, il y a 12 questions qu'on considère comme étant des questions, des idées reçues, en tout cas, qu'on peut entendre autour de nous. Et donc, on vous propose des arguments pour y répondre. Oui, on se prend 2-3 minutes pour faire... Une question? Pour faire une question soumise au vote. Voilà. On avait prévu une petite animation en fait où on vous propose, et je lance le sondage en parallèle, de voter pour ce que vous considérez comme étant les questions, le top 3 en fait, des idées reçues auxquelles il est important de savoir répondre quand vous organisez un événement. Donc il y en a dans le document qu'on vous partagera par la suite et que Anne nous a présenté et que je vous partage en même temps en écran, il y en a 12. Cela dit, moi j'avais que de la place pour 10, donc j'en ai fusionné 2. À votre avis, est-ce qu'il faut absolument savoir répondre au fait que le commerce équitable et le défi climatique, ça n'a aucun rapport? Est-ce qu'il faut savoir répondre sur le fait que à l'idée reçue selon laquelle la lutte contre la déforestation et contre les inégalités, ça n'a rien à voir? Est-ce qu'il faut d'abord savoir répondre sur, à l'idée reçue, les produits du commerce équitable coûtent plus cher que dans le conventionnel? Un label ou un logo, c'est pareil, non? Bio équitable, c'est pareil? Ou bio local équitable, il faut choisir? Est-ce qu'il faut éviter surtout répondre à la question, il faut éviter de consommer des produits qui viennent de loin parce que ça pollue? Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier le local, les AMAP, on en a parlé tout à l'heure avec Cyril, et soutenir du coup l'agriculture française? Ou les circuits courts, est-ce que c'est pas encore plus équitable que le commerce équitable? Et des questions sur le genre et la place des femmes productrices? Ou la partie sur la transition. J'ai oublié de le mentionner, c'est un QCM. Donc, si vous pensez qu'il y a plus votre top 3, en fait, vous pouvez choisir, par exemple, 3 questions qui vous semblent les plus importantes. J'ai que 40% pour l'instant qui a voté, avec pour l'instant la question du prix à la consommation qui domine. On va peut-être, vu qu'on est un petit peu en retard, on y va peut-être, Laetitia, sur la question conso. Les produits du commerce équitable coûtent plus cher que les produits classiques. Et alors, l'idée, c'est que vous soyez aussi maître de cette formation. Et si on a 5 minutes, si quelqu'un se sent de répondre à cette idée reçue, vous avez la parole. Si quelqu'un veut se prêter au jeu et donner ses arguments, encore une fois, il y a plein d'arguments possibles. On pourrait dire plein de choses. Nous, on a essayé de limiter nos réponses, mais bien sûr, vous savez qu'on pourrait en parler très longtemps. Si quelqu'un se sent de donner ses arguments. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super bien. Oui. Moi, j'ai un exemple concret dans là où je suis, à Audincourt. On importe des noix de cajou du Mali. Et au final, ça coûte pas plus cher. Enfin, on les vend pas plus cher qu'on peut les trouver dans d'autres magasins classiques. Donc, comme quoi, parfois, c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pas toujours plus cher qu'ailleurs. Mais il faut que les gens fassent l'effort aussi de comparer eux-mêmes pour s'en rendre compte. C'est ça le problème, je pense.
Voilà, Tout à fait. Merci Tout à fait. beaucoup, Quentin. de rien. Alors voilà, bonjour, donc Caroline. Donc effectivement, moi j'aurais dit effectivement comme Quentin aussi de bien comparer parce que souvent de comparer les prix au kilo qui finalement sont pas si différents même s'ils sont un petit peu peut-être parfois plus élevés, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas parce que parfois il y a beaucoup de packaging et de marketing qui rentrent en compte dans d'autres produits. Et l'autre réponse que moi je donnerais aussi, c'est au niveau de la consommation. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est un choix de consommation aussi et que ça ne coûte pas plus cher si on consomme moins aussi. Tout dépend de la fréquence à laquelle on consomme en fait. C'est sûr que si tous les jours on achète et on se fait un apéro tout le temps, peut-être qu'on va aller vers le moins cher, le plus bas de gamme sans se soucier en fait de l'impact qu'on a. Alors que si on réfléchit et qu'en fait on mange en conscience de notre impact de consommation, en fait on va manger différemment et on va prendre la peine justement d'apporter un geste et d'aider en fait. Et de participer en fait, de devenir acteur, quoi, consomme-acteur, parce que là on parle de vote, c'est sûr qu'on peut voter, mais tous les jours dans notre vie on fait des choix en fait et qui ont des impacts. Donc, Merci beaucoup, Caroline. Et ben, vous venez à travers vos contributions alimenter aussi les arguments qu'on peut vous donner. Myriam nous parle de coûts cachés, ouverture sur le plaidoyer pour rendre accessible le commerce équitable à tout le monde. Bien sûr, effectivement, alors c'est quelque chose sur lequel nous on travaille aussi, c'est-à-dire que considérer que les consommateurs ont un rôle à jouer, c'est une évidence. Nous, on est tout à fait partisans de ça. En revanche, on peut aussi dire que tout ne peut pas reposer sur les épaules des consommateurs. Et donc, pour ça, les politiques publiques ont un rôle à jouer en développant des mesures, en mettant en place des mesures qui soient ambitieuses et qui rendent accessible une alimentation saine et durable au plus grand monde. Et il y a des mécanismes pour ça, il y a des solutions. C'est un petit peu comme tout, c'est ce que nous dit le GIEC aussi, pour décarboner notre économie. En fait, il n'y a pas besoin d'inventer des choses, des solutions existent. Toujours est-il qu'il faut des grandes politiques pour mettre en œuvre tout ça, articuler tout ça et les mettre en place. Donc, le plaidoyer est hyper important aussi sur cette question. Est-ce que Laetitia, tu veux bien revenir à la fiche et en tout cas nous parler de ce qu'on a proposé comme argument? Oui, alors sur la question du prix, c'est la question numéro 3. Et du coup, ce que nous, on vous propose comme argument complémentaire, donc comme un peu ce qui a déjà été dit précédemment, oui, les produits issus du commerce équitable sont généralement plus chers dans les rayons, ça peut apparaître comme ça. Néanmoins, à qualité égale, la différence de prix diminue. Et puis cela dépend de ce qu'on entend par coût. Les produits à bas coût pour les consommateurs et les consommatrices sont souvent générateurs d'inégalités et destructeurs pour la planète, avec à travers notamment les pesticides, les engrais azotés, les salaires indécents, le travail des enfants. C'est ce qu'on appelle donc les coûts cachés que tu mentionnais, Myriam. Et je me suis perdue. Qui sont ensuite, donc ces coûts cachés, reportés en fait sur la société à travers notamment le coût que ça peut avoir de dépolluer les eaux, de payer davantage les agriculteurs dans les aides, les coûts de la santé publique lorsque l'on tombe malade. Et finalement, ces prix pas chers, ils nous coûtent très cher. Les bonnes pratiques d'un produit équitable et bio ont un coût positif pour la société parce que ça permet une rémunération juste, notamment pour les travailleurs les plus vulnérables. Ça permet d'investir dans les techniques de production agroécologique et non mécanisées qui du coup nécessitent davantage de main-d'œuvre et donc ça crée davantage d'emplois. Le recours à une certification qui garantit le respect des normes sociales et environnementales et ces garanties qui sont également contrôlées de façon transparente. Et un produit discount, en fait, un produit pas cher n'inclura pas ces charges positives pour la société. Les questions du coup à se poser avant d'acheter la suivante. Que se cache-t-il derrière un produit à bas coût? Comment et dans quelles conditions a-t-il été produit? Les labels sont là pour vous aider à choisir. Et par ailleurs, il y a aussi des solutions pour consommer responsable tout en maîtrisant son budget. Ça nécessite de repenser sa consommation, notamment en privilégiant de cuisiner des produits non transformés, car les plats déjà cuisinés coûtent plus cher. Privilégier également
les produits de saison qui sont souvent moins chers. Il faudrait éventuellement diminuer la viande qui est souvent plus chère que les légumineuses, qui sont très bonnes pour la santé par ailleurs, lentilles, soja, pois chiches, etc. pour l'apport en protéines, et acheter du bio et de l'équitable en vrac, car c'est souvent moins cher au kilo vu qu'on ne paye pas l'emballage ni le marketing, ce qui permet aussi en plus de réduire ses déchets et d'éviter le gaspillage. Voilà. Et bien évidemment, tu peux reprendre la suite, Anne. Oui, tout à fait. Alors, on va du coup, en fait, on aurait pu débattre sur ces idées reçues et en parler bien plus longtemps. On se garde ça pour l'année prochaine parce que je trouve que c'est hyper riche de vous entendre aussi. Je vois qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. J'ai un petit souci, malheureusement, de timing. Je vous invite peut-être à discuter dans le chat, tout simplement parce qu'il y a une super formation masterclass qui nous attend, sur laquelle j'ai grignoté un petit peu, mais c'est pas grave, on décalera de quelques minutes la fin. Et je voudrais vraiment laisser la parole à Julien, et donc qui doit être parmi nous déjà. En tout cas, je voulais juste vous dire, est-ce que tu peux remettre le PowerPoint? Ouais, s'il te plaît. Cette fiche, elle est bien sûr dans le KidsCom où on va la mettre. On l'a finalisée hier soir. Donc, si elle n'est pas encore dans le KidsCom, on va la mettre ce midi. En plus des arguments, il y a aussi des ressources pour aller plus loin. Si vous êtes motivé, on vous a mis des notes, on vous a mis des synthèses. Nous, on a une nouvelle étude qui va être publiée très bientôt, pour laquelle on est en train de finaliser une synthèse. Voilà, donc c'est des ressources un peu plus... un peu plus des fois techniques, mais qui peuvent vous permettre d'aller plus loin si vous en avez envie. En tout cas, les ressources existent et on vous les a mis en avant.